Merci à vous. Merci Dr Bourkadi pour cette très sympathique introduction. Je suis honoré et ravi d'être parmi vous encore une fois. Et je reviendrai autant de fois qu'il le faudrait, et à chaque fois qu'il y a un thème au niveau de la gynécologie sur lequel je peux vous apporter mon expérience et on pourra partager et aussi recevoir la vôtre et vos remarques. Alors quand on m'a dit le rôle du médecin omnipraticien devant la fertilité, d'emblée, je peux vous dire qu'il est quasiment presque le même que celui du médecin gynécologue non spécialisé ou hyper spécialisé, pour être juste, en fertilité. C'est quasiment la même chose. Et vraiment, on doit avoir les mêmes repères, les mêmes prises en charge, les mêmes réflexes et la même façon de gérer nos patients à leur bénéfice en optimisant en fait leur parcours. Parce que le parcours des problèmes de fertilité est long, il est harassant, il est psychologiquement éprouvant, il est matériellement éprouvant et donc il est important de savoir optimiser et je vais essayer de vous donner quelques clés parce qu'en 20 minutes ou en 30 minutes ça va être difficile de faire le tour de tout, mais on va donner essentiellement quelques clés importantes pour que tous nous soyons ensemble pour améliorer le sort de ces patients qui ont des problèmes de fertilité. Et d'abord quelques définitions, comme le dit l'OMS. La reproduction fait partie des droits fondamentaux de tout patient. Ils ne sont pas différents des autres maladies. Avant, on disait au Maroc qu'il y a beaucoup de grossesses. C'est faux. Aujourd'hui, on est à peine légèrement supérieur au taux de renouvellement de la population. Donc aujourd'hui, c'est un réel problème, même s'il y a beaucoup de naissances. Et le couple qui a un problème n'est pas un pays, n'est pas une oumma. C'est le couple qui souffre. On doit le soigner comme tout le monde. Donc on parlera de fertilité d'un couple, c'est sa capacité à obtenir une grossesse. Sa fécondabilité, c'est la capacité de le faire sur un cycle qui est en moyenne de 20%. Vous savez que le taux de reproduction est assez faible. Et le délai nécessaire habituellement est de 6 mois, et on va voir pourquoi. La stérilité, c'est lorsque cette fécondabilité devient nulle, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire à ces couples. Donc on ne parlera plus de stérilité, mais de couples hypofertiles. Donc cette hypofertilité, c'est lorsque la fécondabilité est faible, moins de 5% par cycle, contrairement aux 20%. Et classiquement, on disait 2 ans de rapports sexuels non protégés. C'est terminé cette histoire de 2 ans. Aujourd'hui, on parle de 1 an pour les couples jeunes, de moins de 35 ans, et seulement de 6 mois pour les couples qui ont plus de 35 et surtout plus de 38 ans. Donc vraiment, si une femme arrive chez vous et qu'elle a 38 ans, elle n'arrivera pas le premier mois, elle arrivera généralement au bout de 6 mois ou de 1 année, elle est déjà dans la stérilité. Et pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde les taux de grossesse obtenus naturellement chez des couples, on voit que les 6 premiers mois, on obtient le maximum de grossesse, c'est-à-dire à peu près 85% des grossesses sont obtenues dans les 6 premiers mois, sans contraception évidemment, et que si on ajoute 6 mois parce qu'on n'a pas détecté de problème, on n'obtiendra que 15% de plus. Regardez, ça va très très vite en descendant, et donc la perte de temps chez ces couples est une perte de chance. Et cela est lié à la perte de temps, l'âge. Plus l'âge va diminuer, augmenter, et plus la fertilité va baisser. Surtout, on a une cassure au-delà de 35-37 ans. On a une vraie cassure de la courbe de fertilité chez les femmes. Et donc là, il faut vraiment agir vite. Le temps compte. Et pourquoi est-ce que chez la femme ça baisse? Tout simplement parce qu'il y a une diminution de la qualité ovocytaire, pas seulement la quantité. Donc la réserve ovarienne, certes, elle va baisser, mais surtout la qualité qui baisse. Plus d'aneuploïdie dans les ovocytes, elle a plus eu le temps d'être exposée à des facteurs environnementaux, à des infections, à des toxiques. Et plus les femmes avancent dans l'âge, plus vous le savez, elles feront des polypes, des fibromes, de l'adénomiose et d'autres problèmes qui les exposent plus encore à l'infertilité. Et quand bien même on les prend en charge en procréation médicalement assistée, il y a parfois des pathologies utérines qui font qu'elles vont avoir une fertilité plus basse que celles qui n'ont pas de pathologie utérine qui augmente avec l'âge. Et chez l'homme aussi, on disait souvent que chez l'homme, on est fertile jusqu'à 70 ans et tout ça, c'est pas vrai. La fertilité baisse moins vite que chez les femmes, mais pas seulement la fertilité. Les problématiques chez l'enfant à naître d'un papa âgé sont importantes et on sait que ces enfants vont avoir plus de problèmes psychiatriques, plus d'autisme, plus de risques de maladies chroniques et plus de cancer quand ils seront adultes. Donc un papa qui prend de l'âge, il faut aussi l'avertir. Ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Et donc j'insisterai sur 2 choses fondamentales que malheureusement on néglige souvent.
c'est l'âge. Une femme de plus de 35 ans, il faut la prendre en urgence et la bilanter complètement. On ne fait pas de demi-bilan, on ne réfléchit pas à on va perdre un peu plus d'argent en faisant tel bilan ou tel autre. On fait le bilan nécessaire pour cette femme et on va parler de ce bilan. Et la durée de l'infertilité, une durée d'infertilité de 1 an ou 2 ans ou 3 ans chez une jeune femme de 28 ans, c'est pas méchant. Mais une durée d'infertilité supérieure à 6 ans chez une femme de 35 ans, c'est une urgence. C'est beaucoup plus sérieux, même si tous les bilans sont normaux. Parce que ce qu'on voit souvent avec les pertes de temps, c'est « Monsieur, Madame, vos bilans sont normaux, l'hystérographie est normale, le spermogramme est normal, je vous ai donné des inducteurs d'ovulation, bon attendez, ça va venir ». Mais si cette femme a fait 6 ans sans faire de grossesse, ce n'est pas le bilan qui nous intéresse. Le bilan, c'est juste pour orienter les traitements. Mais si son bilan est normal et qu'elle ne fait pas de grossesse, le problème est là. Il y a un problème. Donc, ce n'est pas parce que le bilan est normal que je dirais allez rentrer chez vous, on va represcrire les mêmes médicaments en y ajoutant quelques vitamines ou quelques nouveaux noms de médicaments, mais généralement ça tourne autour de la même chose. Vos médicaments ne feront pas mieux que ceux du collègue. Ne répétez pas la même chose si ça a été fait, surtout lorsque la durée de l'infertilité a été longue. Et puis il y a quelque chose à laquelle on ne s'intéresse pas beaucoup, c'est les rapports sexuels. On ne pose pas la question. Regardez, avec un rapport sexuel par semaine, très peu de grossesse. À partir de 2, ça va. C'est à partir de 3 rapports par semaine pendant la période de fécondation qu'on en a vraiment de bons taux de grossesse. Et souvent on néglige ça. Et souvent les couples, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon ben on va cibler la période, on est un peu stressé, on est fatigué, on travaille beaucoup, on va cibler, ramasser le sperme pour que le jour de la fécondation, je sois super fécondant, Superman. C'est une erreur. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Donc cette phase de fécondation, vous la connaissez, on va passer. Et donc il y a des préalables à la grossesse. Et vous, en tant que médecin omnipraticien, vous êtes dans la même configuration que le médecin gynécologue. C'est les mêmes bilans au départ. Il n'y a pas de bilan différent pour l'omnipraticien et pour les gynécologues et même pour le fertologue. C'est un sperme fécondant, c'est des ovocytes fécondables, et on a vu tout à l'heure l'effet de l'âge sur les ovocytes fécondables, c'est des voies génitales normales, c'est-à-dire un utérus normal, un vagin normal permettant des rapports sexuels, donc la pose d'un spéculum est importante, et des trompes perméables. Et des rapports sexuels, on l'a dit, suffisamment fréquents. Votre rôle en tant que médecin omnipraticien, parce que vous voyez tellement de pathologies. Et sincèrement, aujourd'hui, je vous dis, chapeau pour la quantité énorme de connaissances qui se surajoutent chaque jour dans chaque type de spécialité, et vous devez avoir une idée sur les différentes spécialités. La masse de connaissances est énorme. Donc vraiment, ça devient de plus en plus difficile, mais vous êtes affronter à ces situations beaucoup plus que nous, les gynécologues ou les fertologues. C'est quoi? C'est par exemple la recherche d'une cryptorchidie. Vous faites tous de la pédiatrie. Eh bien, une cryptorchidie, ça se soigne à l'enfance et on peut prévenir une stérilité définitive à l'âge adulte. C'est votre travail et celui des pédiatres, évidemment. Les antécédents de tuberculose, vous les voyez tous les jours, beaucoup plus que nous. Une tuberculose expose aussi à la tuberculose génitale, qui est souvent silencieuse. Et donc une jeune femme qui a fait une tuberculose pulmonaire et qui vient de se marier, je vais être attentive rapidement à lui faire une hystérosalpingographie pour savoir si ses trompes n'ont pas été détruites par la tuberculose. Les antécédents de chirurgie pelvienne et surtout d'appendicite, vous voyez beaucoup les appendicites, vous êtes en première ligne, souvent ils sont opérés, et quand ils sont opérés, eh bien, il y a du pus, il y a de l'infection, il y a l'acte chirurgical aussi. Et donc, tout acte chirurgical portant sur la cavité pelvienne expose à des adhérences. Et là, vous êtes en première ligne pour savoir que ces patientes, parce qu'elles ont cet antécédent, ont ce risque. Et donc, votre travail, c'est d'optimiser leur prise en charge. Les maladies à composante immunitaire. Pourquoi j'en parle? Eh bien, tout simplement parce que vous voyez les Crohn, vous voyez la thyroïde au Maroc, vous les voyez tous les jours, les thyroïdites, les Hashimoto et toutes ces choses. Eh bien, toutes ces pathologies à composante auto-immune vont aussi pouvoir attaquer les ovaires de ces jeunes femmes et provoquer une insuffisance ovarienne à un âge jeune. Et souvent, elles sont silencieuses, ces insuffisances ovariennes. Elle a parfois des petits troubles du cycle, elle a une thyroïdite, on ne fait pas attention.
eh bien, vous, en tant que médecin, vous savez que ça peut entraîner des problèmes ovariens. Donc, chez cette femme, vous serez attentif. Peut-être que vous la réveillerez et lui dire, Madame, vous avez eu un problème auto-immun, ne retardez pas votre grossesse, votre projet de grossesse. Et faites évidemment, si possible, un bilan de réserve ovarienne. L'obésité, vous êtes en première ligne. On vous ramène souvent beaucoup de jeunes filles. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, s'occupent d'esthétique. Et donc, beaucoup de jeunes filles vont venir pour de l'acné, vont venir pour de l'hirsutisme, vont venir pour des troubles du cycle, parce qu'on doit régulariser leur cycle, elles s'inquiètent. Alors, on va s'occuper de tout, mais on va oublier une chose essentielle, l'obésité, le lifestyle, parce qu'elles sont à risque d'être OPK. Et si on les prend jeunes et qu'on arrange leur métabolisme, leur lifestyle, qu'on les fait mincir et qu'on les avertit qu'elles ont un risque de devenir diabétiques et toutes ces choses que vous connaissez, eh bien, on aura fait du bon travail, on aura évité un certain nombre d'OPK. Et celles qui deviendront réellement OPK, ben on les aura déjà préparées dans de bonnes conditions pour leur avenir. Et j'en ai parlé tout à l'heure, je le redis, la perte de temps. Le temps perdu, c'est de l'argent perdu, c'est de la fatigue, c'est de la déprime, c'est des changements de médecins qui à chaque fois vont prescrire la même chose, ou à peu près la même chose, et le temps passe, et l'argent est perdu, et la psychologie est perdue. Et quand elles arrivent pour la prise en charge qui leur est spécifique, eh bien, elles sont fatiguées, elles n'ont plus les moyens. Donc c'est pour ça qu'il faut optimiser sur toutes ces choses et optimiser sur les bilans. Le spermogramme dans un laboratoire de référence, on ne peut plus aujourd'hui prendre une infertilité et dire voilà madame je vais m'occuper de vous et puis on verra avec votre mari dans 1 an ou dans 2 parce que vous venez. Non, ça ne passe pas. Si, dans 50% des cas le mari participe à l'infertilité. Et dans 50% des cas vous aurez raté votre prise en charge et faire perdre du temps et de l'argent aux patients. Spermogramme obligatoire. L'hystérosalpingographie, pareil, obligatoire. Je ne peux pas prendre en charge une femme avec infertilité sans demander, même si elle n'a aucun antécédent, même si elle n'a jamais eu de problème gynécologique, c'est obligatoire. Il y a la tuberculose au moins comme facteur de risque. Et il y a les malformations, il y a plein de choses. Donc si je n'ai pas l'état des trompes, mon induction de l'ovulation, je la fais à l'aveugle. Et ça, vous en faites tous les jours des inductions de l'ovulation. Ça fait partie de votre boulot, comme nous. Et donc si vous n'avez pas une idée sur les trompes, et la seule façon de le savoir, c'est l'hystérosalpingographie. Donc c'est incontournable, ça c'est le minimum. Spermo-hystérosalpingographie. Alors est-ce qu'il faut faire des bilans hormonaux? Je vais vous montrer comment on peut éviter des bilans hormonaux inutiles et les faire quand ils sont utiles évidemment. Et bien évidemment, l'échographie, ça vous le faites tous, vous êtes formés, vous avez des machines, vous faites régulièrement des stages et des formations. Donc à partir de l'échographie, vous allez avoir des données extraordinaires à exploiter. Je vais vous montrer un certain nombre de choses par rapport à ça. Donc, spermogramme, on l'a dit. S'il est anormal, je le refais après 3 mois, parce que parfois c'est passager. Les normes de l'OMS doivent être respectées. Elles sont là devant vous. Je fais juste une remarque. Quand vous recevez les résultats d'un labo, regardez quelles normes il utilise comme référence. S'il n'utilise pas les normes de l'OMS comme référence, vous jetez le spermogramme à la poubelle. Ça veut dire qu'il n'a pas été fait dans les conditions requises, que ce laboratoire n'a pas pris la peine de se remettre à jour, de se reformer pour ça. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas sa spécialité, et bien qu'il fasse autre chose. Le spermogramme, ça se fait dans des laboratoires qui s'y intéressent, qui en font 3, 5, 10 par semaine. Là, ils peuvent être performants. Ou alors, un laboratoire qui travaille avec un automate, et bien là, les automates font du travail pratiquement bon, il y a rarement des problèmes avec les automates. Chez l'homme, donc, on va s'intéresser à un certain nombre de choses, les antécédents, puberté, le tabac. Le tabac, c'est un facteur d'infertilité, de réduction de la fertilité chez l'homme. Les testicules, toutes ces choses. Et quand on a besoin d'un bilan hormonal, c'est FSH et testostérone, pas plus. S'il a des problèmes de libido, je demanderai la prolactine. S'il n'a aucun problème sexuel ou de libido, pas de prolactine. FSH, testostérone, s'il y a des anomalies du spermogramme. Et puis d'autres bilans en fonction de l'orientation. Et je voudrais juste attirer l'attention pour ceux qui ne le savent pas encore, ça serait dommage, c'est que quand il y a une azoospermie, on peut faire un bilan génétique, un bilan hormonal, voir celle qu'on peut traiter médicalement, mais même quand il s'agit d'une azoospermie non obstructive, c'est-à-dire sécrétoire, avec FSH élevé, avec petits testicules, ne dites jamais à vos patientes, c'est perdu, il n'y a rien à faire. Si, il y a à faire, on peut aller chercher les spermatozoïdes
par microthésée, c'est-à-dire biopsie testiculaire sous microscope. Nous le faisons tous les jours à la clinique. Et nous cherchons les petits foyers où on peut trouver des spermatozoïdes vivants. On les congèle et on fait des fécondations in vitro avec. Et on a des grossesses exactement comme avec du sperme éjaculé. Donc jamais dire à un azoosperme c'est fini, sauf si la biopsie a été faite et a été faite dans un centre de FIV, pas dans n'importe quelle clinique avec étude anapathe. Ça vaut rien. C'est dans un centre de FIV que les biopsies testiculaires se font. Et donc, au bout de ce bilan, je ne vais pas trop aller sur la stérilité masculine parce que c'est tout un grand chapitre. On va avoir soit des anomalies hypergonadotropes avec FSH, LH élevé et tout, ça veut dire que là, c'est le testicule qui ne fonctionne pas. Soit hypogonadotropes, elles sont assez rares, c'est FSH basse, LH basse, testostérone basse. Là, on peut traiter avec des médicaments, c'est la FSH et la LH, les HMG, et on obtient d'excellents résultats avec ces injections. Ou alors les eugonadotropes, et celles-là, elles posent quelques problèmes parce qu'on ne sait pas toujours comment les classer avant de les traiter ou d'aller en biopsie testiculaire s'il y a une azoospermie. Sans oublier la TSH pour tout le monde, même pour les hommes. Vous le faites pour les femmes, comme nous tous, mais pour les hommes aussi, c'est important pour la spermatogénèse et pour la vie sexuelle. Donc un homme hypothyroïdien fera une mauvaise spermatogénèse et une mauvaise vie sexuelle, et on sait combien c'est important. Et pourquoi tout à l'heure je vous disais cette histoire d'hommes qui retardent les rapports pendant une semaine, ils les ramassent le sperme pour le jour J. D'abord, c'est pas bon, parce qu'on peut rater le jour de l'ovulation, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va arriver, ça change. Et surtout, il y a le stress oxydant, et on oublie ça. Un sperme qui séjourne trop longtemps dans les voies séminales, parce que le mari s'est abstenu une semaine ou 10 jours, et bien ce sperme vieillit, ce sperme subit l'attaque des leucocytes, ce sperme contient des spermatozoïdes qui vont dégénérer parce qu'ils vont mourir, c'est le normal, c'est la vie cellulaire. Et ces morts cellulaires, ces leucocytes, et cette stase fait qu'on a du stress oxydant. Et le stress oxydant impacte la fertilité. Donc vraiment, plus on a de rapports sexuels, plus le sperme s'améliore, même s'il est défaillant. Même s'il est défaillant. Et ce stress oxydant peut altérer l'ADN des spermatozoïdes. Il peut diminuer la mobilité et il peut entraîner une atteinte de l'intégrité des membranes spermatiques et donc protéger le spermatozoïde dans ses différentes fonctions. Et on voit ici un certain nombre de situations responsables du stress oxydatif. Ce sont toutes les infections du système génital, les maladies immunologiques, le cancer, les facteurs environnementaux, le tabac, le diabète, les cancers, les prostatites, l'infection. Et tous ces facteurs-là vont faire qu'il y a du stress oxydant qui va altérer l'ADN, qui va altérer les mitochondries. Et la mitochondrie, c'est la centrale énergétique, c'est elle qui donne de l'énergie à toutes les fonctions cellulaires. Et on a une attaque des membranes spermatiques qui fait que ces spermatozoïdes deviennent moins fécondants et quand bien même il y a une fécondation, ils exposent avec un sperme oxydé, il y a plus d'exposition aux fausses couches, elles font plus de fausses couches ces femmes, et à l'avenir, les enfants nés avec un sperme très altéré sur le plan oxydant, avec altération de l'ADN spermatique, ces enfants sont aussi à risque de développer des cancers à l'âge adulte. Donc vraiment, il y a intérêt à s'occuper de ça, et 30 à 80% des cas d'hommes subfertiles seraient dus à du stress oxydatif. Et quand on les compare à des hommes qui n'ont pas ce problème de stress oxydant, la conception est 7 fois supérieure chez les hommes sains. Donc ça montre combien c'est important. Et le tabac et l'environnement sont des facteurs importants. Et le surpoids, et le diabète, et les maladies chroniques, et toutes ces choses dont vous vous occupez tous les jours. Et donc voilà, c'est le schéma qui fait que tous ces facteurs vont entraîner ces altérations spermatiques. Et on voit combien à peu près un homme sur deux qui a un problème de fertilité présente des phénomènes de stress oxydant. Et les antioxydants qu'on utilise sont nombreux. Il y a la L-carnitine, l'arginine, la vitamine C, le lycopène, l'acide folique, bien sûr, il est important. Le sélénium est important, mais pas en trop grande quantité parce qu'il est cancérigène, donc il faut faire attention. Toutes ces choses qui vont soit améliorer les membranes qui protègent, soit améliorer les protamines, donc les histones qui vont se transformer en protamines pour protéger l'ADN spermatique. Si on les protège du stress oxydant, on va protéger le matériel génétique du spermatozoïde. Donc il faut penser à ces choses-là. Et il faut aussi savoir que c'est un équilibre
Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les hommes veulent être super fécondants, donc vous trouvez chez eux un problème, vous leur dites, oui, il y a peut-être un problème de stress oxydant, je vais vous donner tel ou tel médicament, parfait. Et lui, il va sur Internet, il va acheter 2 ou 3 petits trucs qu'il a trouvés sur Internet, super mal, super ci, super ça, et ensuite, il va rajouter l'ozo et tous ces trucs que vous connaissez, chez la cheb, et donc il va se retrouver avec une quantité importante d'antioxydants. Or, la cellule, vous le savez, elle fonctionne avec un équilibre oxydoréduction. Et cette oxydoréduction est nécessaire. Même le stress oxydant, enfin l'oxydation, les reactive oxygen species, sont nécessaires aux fonctions cellulaires. Mais si elles sont en excès, c'est mauvais. S'il n'y en a pas assez, la cellule aussi peut s'arrêter de fonctionner. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Et lorsqu'il n'y a pas cet équilibre, on peut ce qu'on appelle avoir une infertilité due au réductif stress. On a alors le système réducteur qui devient dominant et on a ce qu'on appelle le stress oxydant paradoxal. Donc vous voyez que c'est l'équilibre qui compte toujours. Les antioxydants, ça on en a parlé. Et je vous ai dit attention, je vous dirais aussi de faire attention à quelque chose d'important parce que ça ne revient pas. Voilà. Les additifs alimentaires, toutes ces choses qu'aujourd'hui on nous apporte, qui sont intéressantes à utiliser à bon escient, pas trop longtemps. Généralement, les traitements ne doivent pas dépasser 3 mois, exceptionnellement 6 mois, parce que sinon on tombe dans l'effet inverse. Et ils ne remplacent pas tout ce qui est lifestyle. Arrêter le tabac, maigrir, équilibrer son diabète, traiter son infection chronique, les infections dentaires, on ne fait pas attention, et ainsi de suite. Toutes ces choses qui font que la santé générale de l'homme doit s'améliorer, la santé générale de la femme doit s'améliorer. Et donc c'est votre travail pour que le stress oxydant soit réduit à son minimum et que les médicaments que vous donnez ou les compléments alimentaires soient réellement efficaces. Alors on va passer sur tout ça pour revenir à quelque chose qui vous intéresse au quotidien, c'est la femme. On a parlé des bilans tout à l'heure, les cycles menstruels, est-ce qu'il y a des antécédents de chirurgie, toutes ces choses, l'examen au spéculum à ne pas négliger, et puis quelque chose dont je tiens toujours à parler quand je discute aussi bien avec mes collègues gynécologues qu'avec mes amis omnipraticiens, c'est la progestérone et la phase lutéale. L'habitude, c'est trouble du cycle, progestérone, J16, J25. Je prescris un inducteur d'ovulation, vous connaissez l'ordonnance magique, que j'appelle l'ordonnance toxique ou maléfique, c'est TAN du 2e au 5e, PIN du 8e au 12e et TAX du 16e au 25e. C'est l'ordonnance toxique. Pourquoi? Je vais vous expliquer. On ne fait une induction de l'ovulation que lorsqu'elle est indiquée. Une femme qui ovule toute seule, vous n'avez pas besoin de l'induire, et les recommandations de l'American Society, de l'European Society, de toutes les sociétés du monde, quand on induit une femme qui ovule toute seule, on réduit ses chances de grossesse. Donc si vous vous assurez qu'elle ovule, pas d'inducteur d'ovulation. Alors, est-ce qu'il y a le déficit de la phase lutéale? Ça, souvent, on donne ça à toutes les femmes qui ont quelques petits troubles. Elles saignotent, elles ont un trouble du cycle. Elle vous dit, docteur, ce cycle-là, j'ai eu mes règles après 34 jours, alors que d'habitude, c'est 28. De 28 à 34, c'est normal. De 25 à 34, c'est normal. Rassurez-la. Assurez-vous qu'elle ovule, c'est le plus important. L'American Fertility Society state qu'il est difficile aujourd'hui de dire avec certitude qu'il y a un réel déficit de la phase lutéale, sauf dans certaines situations où, bien sûr, la femme n'ovule pas, ou alors elle fait une dysovulation manifeste. Et tout ça, ça a été prouvé par de multiples études. Et si on prescrit les progestatifs pour régler cette phase lutéale à n'importe quel moment du cycle, eh bien, on va avoir des problèmes, on va créer des problèmes à cette femme. Au lieu de l'aider à avoir un bébé, on va lui donner un contraceptif. Et si même on découvre une insuffisance de la phase lutéale, ce qu'il faut agir, ce n'est pas au niveau de la phase lutéale avec des médicaments, il faut agir sur ce qui produit cette phase lutéale, c'est-à-dire le follicule, la faire ovuler correctement. Et là, il faut plutôt considérer une induction de l'ovulation qu'une prescription de progestatif mal faite. Et si cette prescription de progestatif est mal faite, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on l'a fait à l'aveugle, parce qu'on l'a fait sans monitorer l'ovulation, ou parce qu'on l'a fait comme ça avec la fameuse ordonnance toxique. La glaire devient inadéquate. Imaginez qu'elle ovule à J20 ou J18. Vous prescrivez à J16. Vous avez introduit la progestérone, glaire change. L'endomètre change.
Il n'est plus réceptif. Et en plus, vous pouvez même bloquer l'ovulation par l'effet rétrocontrôle négatif. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné un contraceptif au lieu de l'aider cette femme. Vous avez fait le contraire de ce qu'elle vous demande. Plus de progestatif, sauf indication spécifique, ou même si vous pensez qu'il est utile après avoir été sûr qu'elle a ovulé. L'échographie, et là je voudrais revenir sur l'intérêt de l'échographie que vous faites tous les jours très bien, c'est regarder ce que vous faites. Au lieu de demander des bilans, si vous faites une échographie à J12, vous avez un bel endomètre comme ça, comme vous savez le voir, en grain de café, 3 feuilles, hypoéchogène, et que vous regardez l'ovaire ce jour-là, il y a beaucoup de petits follicules et un gros follicule, et on mesure les follicules de cette façon, comme ça. Là, je vois qu'elle a un endomètre préovulatoire, qu'elle a un follicule préovulatoire, qu'elle a beaucoup de petits follicules à côté. Conclusion, elle a une bonne réserve ovarienne, je vois beaucoup de follicules, elle va ovuler, son endomètre répond et il s'épaissit, donc elle produit assez d'œstrogène. Est-ce que j'ai besoin d'un bilan hormonal chez cette femme? Non. Il n'y a pas de biologiste dans la salle. Alors, et je regarde cette femme quelques jours plus tard. Si je veux monitorer son ovulation, c'est excellent de monitorer. Je vois un corps jaune avec sa couronne vasculaire, parfois un petit peu de sang à l'intérieur. Ce n'est pas un endométrium. Je vois ici un corps jaune typique, en aspect stellaire, paroi épaisse, et l'endomètre qui s'est lutéinisé. Elle a ovulé, elle a lutéinisé son endomètre. Pas besoin d'inducteur de l'ovulation, pas besoin de bilan hormonal, et surtout pas besoin de prolactine. Même si je trouve une prolactine à 40 chez cette femme qui ovule, je m'en fous. La prolactine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque l'ovulation. Ben, si elle ovule normalement, ça veut dire que j'ai de la big prolactine qui est inactive sur le plan biologique. Je n'ai pas à le savoir. Je ne demande même pas la prolactine. Honnêtement, la prolactine chez moi, c'est peut-être une fois par mois. Troisième situation. Je vois une jeune dame à J14, J15. Je vois son utérus, l'endomètre, il est là. Il est très fin. Qu'est-ce qui se passe? Cet endomètre n'a pas eu d'imprégnation œstrogénique, soit il a une synéchie. À ce moment-là, l'endomètre ne pousse pas, même s'il y a des œstrogènes. Et là, je penserais peut-être qu'elle a une tuberculose. Donc, je regarderai son ovaire. Regardez, l'ovaire, il est vide. Ça veut dire que son ovaire ne fonctionne pas. Mais si je trouve un ovaire fonctionnel comme celui de tout à l'heure, avec un endomètre comme ça, je penserai à une synéchie. Donc, avec votre échographie que vous maîtrisez très bien tous les jours, vous avez des renseignements extrêmement importants. Date du cycle, qu'est-ce que je trouve à l'échographie? Quelle est la signification hormonale de ce que je trouve à l'échographie? Parce que l'utérus change, l'ovaire change, et vous savez à quoi ça correspond sur le plan hormonal. Donc, vous avez une idée non seulement anatomique, mais aussi fonctionnelle. Et là, je demanderai des bilans de façon ciblée. Là, je demanderai une AMH. Et l'hystérosalpingographie, on a dit, c'est incontournable. Vraiment, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, il faut la faire. Et une hystérographie normale, c'est ça, un utérus triangulaire, des trompes, avec des plis muqueux, qu'on voit ici, les plis muqueux. Le liquide, le liquide de contraste passe dans la cavité péritonéale, il diffuse entre les intestins. C'est parfait, ça marche. Je peux commencer mes inductions. S'il y a une indication à induire, je cherche une autre cause à la fertilité, masculine ou autre, si cette femme ovule normalement. Le bilan hormonal, il ne doit pas être systématique. On a vu qu'avec l'échographie, on a beaucoup de renseignements. Âge, aspect échographique, date du cycle, imprégnation hormonale des organes cibles, je sais à peu près où je me trouve. C'est utile peut-être de le faire après 35 ans, oui, mais chez une femme jeune qui a tout bon, je ne fais pas de bilan hormonal. L'AMH, quand je veux tester la réserve ovarienne, c'est l'AMH. L'AMH, on peut la demander à n'importe quel moment du cycle. Il y a sous pilule, sous traitement hormonal, ce que vous voulez, demandez l'AMH, ça ne change pas beaucoup. Les changements sont seulement, les variations sont de 15%, aucun impact sur votre décision. Demandez à l'AMH à n'importe quel moment du cycle. Par contre, si je demande FSH, je dois toujours demander le stradiol avec, parce qu'ils sont toujours ensemble. L'un peut impacter le résultat de l'autre. Et donc, ces stérilités, vous savez, il y a la participation féminine, masculine, et les deux sont souvent à la fois. L'endométriose, on y pensera, parce que vraiment, c'est un sujet très très important. Une jeune fille qui a des grosses douleurs, il ne faut pas la laisser souffrir. Au minimum, la mettre sous pilule tant qu'elle est jeune fille sans désir de grossesse pour éviter qu'elle souffre tout le temps et qu'elle installe
ces réflexes nociceptifs, en fait, il y a un cercle nociceptif qui s'installe, que même quand on guérit l'endométriose et qu'il n'y a plus de lésion, elle continue quand même à avoir mal parce qu'elle a déjà installé un autre système autonome qui lui fait mal. Et donc vraiment, il faut les traiter jeunes, expliquer aux mamans que ça ne fait pas de stérilité, la pilule. Il n'y a pas de raison que la pilule donne une stérilité chez une jeune fille et qu'elle ne la donne pas chez une femme mariée qui a déjà eu un enfant, et qu'elle ne la donne pas chez une européenne, mais plutôt chez une musulmane, ça peut donner de la stérilité. Donc il faut combattre ces croyances et on va donc tomber dans la chose la plus courante que vous allez avoir à prendre en charge, c'est notre quotidien aussi, c'est les femmes qui n'ovulent pas, c'est l'OPK qui est vraiment un phénomène de société parce que les femmes grossissent, les jeunes filles veulent avoir un corps de femme à 14 ans, donc elles se mettent à grossir, à vouloir avoir des corps épanouis à 14 ans. Et là, c'est notre travail de les sensibiliser pour leur lifestyle, pour qu'elles gardent un poids concordant avec leur âge. Et même celles qui seront exposées un jour à devenir diabète 2 ou OPK, si on fait ça, on va préserver beaucoup d'entre elles d'un certain nombre de complications, y compris l'OPK. Alors, je dois terminer, je crois. Et donc, je voudrais aller assez vite sur quelques notions importantes pour la prise en charge de l'induction de l'ovulation dans ces OPK. Puis, je suis ouvert à la discussion pour le reste parce que le temps ne nous permet pas de tout dire. C'est le consensus de Rotterdam, on ne parle pas d'OPK à tout le monde. Tout à l'heure, je disais les jeunes filles, souvent elles viennent consulter pour troubles du cycle, quelques petits poils. Il faut vraiment voir si c'est de l'hirsutisme ou simplement une pilosité méditerranéenne. Et il est normal qu'une jeune fille de 14 ans ou 16 ans, de temps en temps, elle a des troubles du cycle. Et même si cette fille, vous faites l'échographie, vous avez l'aspect d'OPK. C'est un aspect échographique d'OPK, ce n'est pas forcément un OPK. Donc je dois revenir aux critères de Rotterdam. Hyperandrogénie clinique ou biologique. Oligoaménorrhée, c'est-à-dire moins de 8 cycles par an, anovulation. Et aspect échographique d'ovaire polykystique, au moins 2 critères. Et chez l'adolescente, je vous l'ai dit, on ne parle pas, selon les recommandations de l'American Society, pas avant 8 ans après la puberté. Avant, on peut parler de troubles du cycle liés à l'âge. On peut dire, madame, on va régler un petit peu votre poids, tatati, tata, vous allez vous améliorer parce qu'on va lui rendre service toute la vie. L'OPK, ça expose au diabète, à l'hypertension, au risque de cancer de l'utérus, ça expose à la stérilité et aux problèmes esthétiques et aux problèmes métaboliques, cholestérol, triglycérides, toutes ces choses que vous gérez tous les jours. Et comment je peux gérer tous ces risques? Le lifestyle. Je dois l'amener à avoir une nourriture saine, une activité physique suffisante pour que son poids n'augmente pas. Et là, je l'aurais sauvé de beaucoup de choses, y compris de la stérilité. Et quel est l'intérêt de dire à une jeune fille de 16 ans qu'elle est OPK? Honnêtement, je vous pose la question. Aucun intérêt, c'est un traumatisme à vie. Je les vois, elles viennent me voir. Docteur, je sais que je suis OPK depuis l'âge de 16 ans. Elles étaient souvent pas OPK. Elles avaient une bonne réserve ovarienne et tout allait bien. Et c'est normal qu'une jeune femme ait un aspect d'OPK à cet âge. Et donc, je vais passer rapidement à l'aspect échographique. Selon les données échographiques, on doit avoir des petits follicules de 2 à 9 mm sur au moins un ovaire, un volume ovarien supérieur à 10 ml, mais c'est surtout l'aspect échographique des OPK. Et on peut avoir des OPK sans signe échographique. Il y a 4 formes d'OPK en fait. Donc si vous avez l'hirsutisme plus une anovulation, eh bien vous pouvez parler d'OPK, même si parfois à l'échographie ça manque. Et selon donc il faut en avoir au moins 12 par ovaire ou au moins dans un ovaire. Mais si vous avez une sonde d'échographie endovaginale performante, de très haute performance, aujourd'hui on est à 19 follicules pour parler d'OPK. Donc vraiment, c'est un diagnostic très strict. Et l'AMH, lorsqu'elle est supérieure à 5, ce n'est pas un signe de diagnostic, mais ça peut orienter lorsqu'il y a d'autres signes de l'OPK. Mais surtout pas dire, lorsqu'on a une AMH à 6, chez une jeune fille de 21 ans, qu'elle est OPK. C'est normal à son âge. Voilà donc un aspect classique d'OPK. Alors, les risques, on a dit type de diabète, triglycérides, hypertension, tout ça, j'en ai parlé. L'insulinorésistance est un facteur clé et donc le lifestyle. Et je voudrais juste vous parler 1 minute de le glucophage. Ce n'est pas un traitement pour traiter les stérilités par OPK. Le taux de naissance vivante est inférieur à 7%. Les autres médicaments qui aident, c'est très bien.
tels que l'inositol. C'est un insulinosensibilisateur et il sensibilise à l'action de la FSH. Et je voudrais terminer sur 2 diapositives. Là, on a parlé lifestyle et toutes ces choses. Sur ça. Lorsqu'on traite un OPK avec du citrate de clomifène, premier cycle, un comprimé, la moitié ovule. Les autres, on va passer à 2 comprimés, une deuxième moitié ovule. Et dès qu'on passe à 3 comprimés, très peu vont ovuler. Et quand on voit les taux de naissance vivantes, celles qui ont eu besoin de 3 comprimés pour ovuler, déjà à partir de 3 mois, on n'obtient plus rien. Et chez les autres, au-delà de 6-7 mois, on n'obtient plus rien. Donc stop les inductions de l'ovulation au-delà de 6 mois, quand elles répondent. Et la chose la suivante, c'est ce qui est la recommandation d'aujourd'hui, donc je vais terminer sur cette diapositive, c'est le létrozole qui est aujourd'hui le traitement de première ligne d'induction de l'ovulation chez les OPK. Le létrozole, c'est un anti-aromatase. Il est comparé au citrate de clomifène dans une étude randomisée et qui montre qu'il y a des taux cumulés d'ovulation significativement supérieurs, des taux de naissance cumulés significativement, très significativement supérieurs, pas plus de fausses couches, pas plus de malformations et des taux de grossesse unique beaucoup plus intéressants. Donc aujourd'hui, je n'utilise pratiquement plus jamais le citrate de clomifène. C'est la recommandation de l'American Society, de l'European Society et de toutes ces choses, de toutes ces sociétés importantes. Le citrate de clomifène, aujourd'hui, a perdu beaucoup de son intérêt. On peut l'utiliser, mais sans aller trop loin avec. C'est le létrozole qui est aujourd'hui l'hormone de référence pour traiter les OPK. Merci.